Bonjour, vous voyez, elle est en pleine forme. On retrouve Dame de la Motte qui va se consacrer aujourd'hui à un morceau de bravoure. Je suis très en forme malgré une nuit blanche. Et donc, l'un explique peut-être l'autre. Donc on fait semblant de boire une tisane à l'artichaut. En réalité, c'est du calva. Oui, ça s'impose. On s'y est mis un peu tard parce qu'il est 9h du matin. D'habitude, on commence avant. Bon, c'est une blague. Bon, et donc, je suis très en forme malgré ce manque de sommeil. Et donc, je vais te taquiner puisque nous allons parler en réalité d'un sujet extrêmement important qui est le marché européen de l'électricité. Et des questions du dogme néolibéral de l'Union européenne sur la libéralisation du marché de l'électricité. Et pour moi, c'est un moment Madeleine de Proust, parce que quand j'étais petit, tu sais que j'ai fait l'ENA, bon, par la petite porte. Je suis rentré par la petite porte, je suis sorti par la fenêtre. Mais donc, on devait travailler sur l'énergie, et je me souviens comme d'avoir bataillé contre tes petits camarades de Sciences Po, puisque tu as fait Sciences Po, toi, où je leur disais, mais tout montre que la mise en concurrence du marché de l'électricité, et l'Angleterre l'avait fait avant, et il y avait des études extrêmement précises qui montraient que la libéralisation du marché de l'électricité se traduisait systématiquement par des augmentations de tarifs et des dégradations de services. Mais le dogme de la libéralisation, moi je crois aux vertus, moi je suis pour le marché, je suis pour la concurrence libre et parfaite, à condition qu'elle amène à mieux-être pour le consommateur. Là, l'électricité... Ça dépend de la nature de la matière qui est mise en concurrence. Moi, le train, je crois que ça fait gagner du bien-être aux consommateurs, on va dire ça comme ça. L'électricité, tu es d'accord avec moi pour dire que c'est une connerie. Mais je l'avais déjà dit, je te rappelle que nous avions fait un épisode de cette merveilleuse émission sur la programmation pluriannuelle de l'énergie. L'électricité, c'est un flux. Ça ne peut pas être soumis à concurrence. Et c'est ça que depuis 25 ans, les grosses têtes de la Commission et effectivement un certain nombre de personnes dans l'administration française n'arrivent pas à comprendre. Sciences Po, dont tu es issu. Non mais c'est bon. Et quand même, je me repens. Je me repens. Et quand même le temple du dogmatisme sur la libéralisation du marché électricitaire, qu'on sait que ça ne marche pas. Oui, non mais certainement, mais je ne partage pas. J'ai depuis 25 ans l'occasion de travailler amplement sur l'énergie et en particulier sur le rêve de se débarrasser du nucléaire et toutes les solutions qu'ils ont proposées ne fonctionnent pas. Ce qui est intéressant, c'est que là, avec ce rapport parlementaire qui vient de sortir... Dis-nous de quoi il parle. Voilà, c'est un rapport parlementaire. Il faut que tu prennes le temps d'expliquer aux gens les mots que tu vas utiliser, parce que beaucoup savent à peu près ce que c'est, beaucoup moins savent que ça existe en France, et quelques-uns ne savent pas du tout ce que c'est. Donc il faut prendre le temps d'expliquer de quoi on parle. Je vais prendre le temps. Après, tu m'accuseras d'être bavard. Les parlementaires à l'Assemblée nationale, dans ce qu'on appelle le devoir de contrôle du Parlement sur l'action du gouvernement, peuvent faire des rapports d'information. Et donc, l'an dernier, c'était juste avant la dissolution, avait été décidé en commission des affaires économiques de faire un rapport sur la nécessaire transformation du régime juridique des barrages hydroélectriques. L'hydroélectricité, c'est aujourd'hui un énorme apport, ça complète quasiment jusqu'au 100% la production du nucléaire en France. Le nucléaire, bon an mal an, on est entre 80-85% de la production totale de la consommation d'énergie, plus exactement de la consommation d'énergie en France. L'hydroélectricité, ça permet de compléter à entre 15 et 17% suivant les années, suivant qu'il y ait plus ou moins de neige en fait pendant l'hiver, parce que ça permet de stocker de l'eau qui ensuite sera rendue progressivement mise dans les barrages, dans les turbines des barrages pour produire de l'électricité. Et ce qui est génial avec l'hydroélectricité, d'abord c'est renouvelable,
Ça n'a aucun effet nocif pour l'air. Il n'y a pas de rejet de particules quand on lâche de l'eau. Et c'est indéfini. Et notre pays est particulièrement béni du point de vue de la géographie parce qu'on a, avec les montagnes, que ce soit les Alpes, les Pyrénées et le Massif central, on a plein de rivières qui permettent justement de produire de l'électricité. Ça a été la première source d'électricité en France historiquement, c'est dès la fin du 19e, et donc ça a été un cadeau pour le développement de l'industrie. C'est ce qui explique par exemple le développement de certaines industries comme l'aluminium dans le Dauphiné, parce que la production d'aluminium nécessite certes le minerai et la bauxite, mais énormément d'électricité. Et ça, on l'avait de manière abondante. Donc historiquement, les premiers barrages ont été là, ont été également dans tout le Massif central. Donc on avait une richesse inouïe. L'Union européenne est arrivée... Pour que ce soit clair pour tout le monde. Donc le barrage hydroélectrique, c'est le même principe que la dynamo. Ouais. Au lieu que quelqu'un pédale pour faire tourner le bidule, c'est la force de l'eau qui entraîne la turbine et ça se transforme en électricité. Donc ça marche mieux quand ça descend. Du coup, plus il y a de pente, mieux ça marche parce que plus il y a de puissance. Donc le plus gros de la production en France, peu de gens savent qu'il y a plusieurs centaines de barrages, plusieurs milliers même de barrages en France. Mais c'est important de le dire. L'essentiel, c'est dans les Alpes, mais enfin il y en a, comme tu as dit, dans le Massif central, en Alsace et dans les Pyrénées. En Alsace, non, pas beaucoup, c'est le Jura. C'est le Jura plutôt. Tu regarderas. Mais en fait, pour une raison simple, c'est qu'il y a des barrages sur le Rhin. Oui, sur le Rhin. Qui sont des gros producteurs. Alors il y a ce qu'on appelle les barrages, effectivement, au fil de l'eau. Mais sur les petites rivières, hein, c'était les moulins d'autrefois, c'était ça, c'était ce principe-là. Sauf que c'était pas transformé en électricité. Maintenant, on transforme en électricité. Et puis il y a les barrages retenus d'eau et donc précipitation de l'eau dans des turbines. Et c'est là où ça produit énormément. Je vais la taquiner parce que, en fait, les petites rivières. Donc le Rhin n'est pas une petite rivière. Ni le Rhône. Je sens que je t'ai un peu piqué là. Non, mais le Rhône, c'est ça qui a expliqué la Compagnie nationale du Rhône, qui est une compagnie vouée à l'aménagement du Rhône. C'était l'aménagement notamment pour éviter les crues. Et le meilleur moyen d'aménager, c'est de faire des retenues, des barrages, qui du coup se sont mis à produire de l'électricité. Et la Compagnie du Rhône sert aussi à faire de l'irrigation. Malencontreusement, depuis 25 ans, ils se sont mis à faire d'autres sources d'électricité, les fameuses éoliennes, et maintenant aussi les panneaux photovoltaïques, ce qui n'est pas forcément une bonne idée. Bon, mais je vais quand même continuer à te faire suer. Donc on précise que la Compagnie nationale du Rhône, que peu de gens connaissent au fond, a initialement été créée pour rendre le Rhône navigable. Tout à fait. Parce que le Rhône est en forte pente, il est très large, et donc c'est difficile d'y faire passer des bateaux. Or, il y a le port de Marseille au bout du Rhône. C'est un axe majeur pour l'économie française. Voilà. Bon, mais c'est important que les gens comprennent qu'il y a tout est enchevêtré dans l'opération. Voilà, et c'est ça qui est génial avec les barrages, c'est qu'ils servent à plein de choses. Entre autres, produire de l'électricité, mais de manière générale, ils servent à plein de choses. Bon. Mais la particularité de la France, excusez-moi, je continue, mais c'est pour que ce soit bien complet que les gens... Donc il y a les grands barrages sur le Rhône, le lac de Serponçon, je crois qu'il y a un barrage retenu, etc. Tout à fait. Donc il y a des gros machins. Et puis la particularité de la France, que la France partage avec l'Autriche et l'Allemagne, c'est qu'il y a des gens qui ont des barrages dans leur jardin. Tout à fait. Tout à fait. Et qu'eux aussi font partie du problème qu'on va évoquer, qui est la concession du barrage hydroélectrique. Il y a des gros, il y a des petits. Oui, mais alors les petits, quand on produit en dessous de 4,5 MWh, c'est sous le régime de l'autorisation, ce qui ne pose pas de problème aux yeux de la Commission européenne. Ce qui pose problème, c'est les grands barrages historiques qui, dès le début du XXe siècle, ont été mis sous le régime de la concession. On a choisi à ce moment-là, c'était l'époque qui voulait ça,
on a choisi le régime de la concession. C'est-à-dire que l'État, pour une durée, en général c'est 80 ans, permet à une compagnie, alors jusqu'en 1945, en gros, il y avait plein de compagnies privées qui faisaient ça. Après 1945, ça a été EDF. Alors, il n'y a pas que EDF, il y a eu 2 ou 3 autres la acteurs. Compagnie nationale du Rhône. Il y a la Compagnie du Rhône qui un temps appartenait à EDF et qui, depuis 2014 appartient à Engie. Alors, l'État conserve des parts, mais ce n'est plus EDF. Il y a aussi la société d'économie mixte qui est en Dordogne, qui a plusieurs vallées en fait, et du coup tout un ensemble de barrages cohérents entre eux. Voilà, mais l'essentiel du marché aujourd'hui, c'est EDF. Et donc ces barrages sous le régime de la concession, la concession va bientôt arriver à échéance. Rien qu'au 31 décembre 2025, il y a 61 concessions sur les 340 et quelques qui vont venir à échéance. Le problème, c'est que depuis les années 2000 et singulièrement depuis 2014, l'Union européenne a décidé que qui disait concession disait à la fin de la concession la mise en concurrence des concessions. Alors, il y a peut-être certaines activités pour lesquelles ça se justifie parce qu'il faut mettre de la concurrence, sauf que là, on parle de production d'électricité. On est sur un enjeu de souveraineté absolument essentiel pour notre industrie, simplement pour la vie quotidienne des gens. On a vu ce qui s'est passé en Espagne. 24 heures sans électricité, c'est le chaos total. Donc aujourd'hui, on sait que les barrages sont indispensables pour assurer notre souveraineté énergétique en complément du nucléaire. Si on met ça en concurrence, ça va être le chaos. Et donc... Pourquoi ? Parce que tu ne peux pas, sur une même vallée, avoir plusieurs sociétés titulaires d'autorisation. Les barrages, ça fonctionne, c'est simple, il suffit de s'amuser dans un petit ruisseau à mettre des obstacles. C'est-à-dire que si tu retiens l'eau en amont, il n'y a plus d'eau en aval. Or, cette gestion équilibrée de l'ensemble d'un cours d'eau, ce n'est possible que quand c'est un même opérateur. C'est concerté. Quand c'est concerté, et si possible, quand c'est un même opérateur de l'amont jusqu'à l'aval. Et donc la mise en concurrence aboutirait en fait à c'est chacun pour soi, le règne du chacun pour soi, c'est-à-dire chacun voudra produire le plus, c'est-à-dire que ceux de toute façon qui auront les concessions en amont seront privilégiés parce que ceux qui auront potentiellement le plus de puissance, alors que ceux qui seront en aval auront les miettes. Et puis même pour l'ensemble de la gestion, notamment en cas de très forte pluie ou de très forte chute de neige, pour la protection des populations de part et d'autre, c'est absolument indispensable. C'est pour une raison de sûreté également. Il y a la question de la souveraineté énergétique, mais il y a aussi la question de la sûreté des ouvrages. Et puis, donc là, les rapporteurs ont largement fait le tour de cette question-là. En termes de compétences, de maintien des compétences, ça serait absolument désastreux parce que les barrages sont quand même des ouvrages colossaux qui demandent une expertise extrêmement précise. Et donc, la mise en concurrence, l'arrivée de nouveaux opérateurs remettrait tout à zéro, et donc toute l'expérience qu'on a depuis plus de 100 ans maintenant serait en partie vouée à disparaître. Alors ils ajoutent, si tu me permets, un point qui je crois est très important, c'est la question de la rentabilité. C'est-à-dire que par ailleurs, plein d'investissements n'ont pas été faits, notamment par EDF, donc il va falloir moderniser les barrages. Mais c'est ça d'ailleurs, ce qui nécessite le changement de régime juridique, c'est que
l'Europe attaque le régime de la concession, et à mon avis à juste titre, parce que c'est un peu un outil juridique du passé, en tout cas en ce qui concerne la gestion des barrages. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, non seulement au renouvellement des concessions, mais même sur tout investissement sur l'infrastructure, en particulier, moi j'avais eu l'occasion de discuter avec un cadre dirigeant d'EDF Hydroélectricité. Aujourd'hui, on estime qu'on pourrait augmenter d'à peu près 30 à 40% la production des plus gros barrages EDF. Sauf que pour ça, il faut moderniser les turbines. Et ça, c'est un investissement d'infrastructure qui n'est pas permis aujourd'hui par le droit européen sans mise en concurrence. Donc du coup, aujourd'hui, on prolonge, ils ont trouvé dans les années, début des années 2010, un outil juridique bancal qui s'appelle les délais glissants, c'est-à-dire pour les concessions arrivées à échéance, on prolonge, mais sans le dire vraiment, en essayant surtout de ne pas faire passer ça comme une aide de l'État. Mais ça, c'est un peu la solution cash-sex, c'est qu'on n'arrive à rien, on ne règle rien, et de toute façon, on ne peut pas faire ces investissements-là. Donc aujourd'hui, il faut vraiment remettre à plat le système juridique, l'encadrement juridique des barrages, et donc ce rapport a essayé d'examiner toutes les solutions possibles et est arrivé à la conclusion qu'en fait, il faut étendre le régime de l'autorisation qui aujourd'hui ne concerne que les tout petits barrages, les barrages des particuliers, les petits moulins et autres, et il faut étendre ça à l'ensemble de ce qui est aujourd'hui sous concession. Ça implique le déclassement des ouvrages publics, parce qu'aujourd'hui, certes, dans les concessions, c'est EDF qui exploite, mais les barrages eux-mêmes sont des ouvrages publics qui appartiennent à l'État. Donc EDF, je parle surtout d'EDF, mais ça va être la même chose pour les autres opérateurs, ils vont racheter les ouvrages qui ont été ainsi déclassés. Et EDF, du côté d'EDF, il n'y a aucun souci pour faire cet investissement-là. Et là, ils pourront faire les investissements nécessaires. Et là, pour le coup, le résultat va être la baisse du prix de l'électricité ainsi produite. Enfin, oui et non, c'est-à-dire qu'on va quand même rester dans l'AREN, c'est-à-dire dans le marché européen de fixation des prix de l'électricité. Ne mélange pas tout, c'est pas l'AREN. Oui, t'as le marché européen de l'électricité, et puis nous, Français, on a fait un système débile qui s'appelle l'AREN, l'accès au nucléaire historique. Donc ça concerne uniquement les centrales nucléaires, ça ne concerne pas l'hydroélectricité. Sauf qu'il est question de faire une AREN hydro. Alors, oui, ça a été un des hypothèses, mais ce qui est une aberration. On sait aujourd'hui que l'AREN qui a été mise en place il y a bientôt 10 ans, qui vient à échéance le 31 décembre 2015, on sait que ça a été un échec, parce que encore cette idée de casser le monopole d'EDF qui vient de la Commission européenne, ils en veulent à EDF. EDF, c'est vraiment l'outil à détruire, sans doute sous l'influence allemande, parce que c'est quasiment le seul avantage concurrentiel de l'économie française, notamment pour l'industrie, c'est d'avoir une électricité un petit peu moins chère que ses voisens, et en particulier l'Allemagne. C'est grâce au nucléaire. C'est grâce au nucléaire, on est d'accord. Nucléaire. Pas grâce à EDF. Il y en aurait un bidule qui s'appellerait je ne sais pas quoi. Oui, mais en l'occurrence, personne d'autre qu'EDF ne possède des centrales nucléaires en France. Des escalades. Et le mythe derrière l'AREN, qui a été mis en place en fait en 2010 par la loi NOM, c'était de dire on va créer des nouveaux opérateurs qui vont pouvoir vendre moins cher une électricité aux Français, sauf que les nouveaux opérateurs, en fait, on leur permet d'acheter, ou plus exactement EDF est contraint de leur vendre son électricité d'origine nucléaire à 42,5 € du mégawatt, alors que le prix, ça serait plutôt 65-70. Donc EDF perd de l'argent avec le système de l'AREN. Ne vous inquiétez pas, c'est nous qui payons derrière. C'est pas un mécanisme imposé par l'Union, ça ? Non.
Alors, on est libre de fixer les prix sans soutenir l'énergie renouvelable, puisqu'en réalité c'est ça qui est... Tout à fait. On peut le faire. Mais déjà, je voulais arriver au bout de mon idée, c'était faire arriver des nouveaux opérateurs, sauf qu'en l'occurrence, ce ne sont que des courtiers. Henri Proglio l'a très bien dénoncé il y a 2 ans et demi maintenant dans la commission d'enquête sur les causes de la perte de souveraineté énergétique. C'est qu'en fait, on a fait entrer des traders. C'est des gens sans foi ni loi qui profitent du tarif préférentiel ARENH et qui ensuite vendent ça en fonction du prix sur le marché européen de l'électricité qui peut atteindre des sommes délirantes. On a vu à un moment, ça avait dépassé les 200 € du mégawatt. Et c'est ça qui a ruiné des tas d'artisans en France, notamment les boulangers qui ont besoin de beaucoup d'électricité. C'est qu'ils avaient conclu avec tous ces nouveaux opérateurs qui sont arrivés sur le marché qui ne produisent rien. Ils n'ont fait aucun investissement de structure pour produire eux-mêmes de l'électricité. Ils se gavent sur le fruit des investissements des Français depuis 60 ans, les investissements que les Français ont consentis avec leurs impôts en construisant les centrales nucléaires. Et donc ça, ce système, heureusement, arrive à sa fin. Donc c'était pour 15 ans, au 31 décembre 2025, pardon. Et là, la rapporteure socialiste, Madame Battistel, et son alter ego, qui doit être Modem, Monsieur Bollot, ont émis l'idée que ça serait peut-être équitable de faire l'équivalent de l'ARENH. Donc du coup, ça devrait s'appeler ARRE, accès réglementé à l'électricité hydraulique historique. Mais ça, on sait déjà que ça ne va pas marcher. Donc, alors, ils veulent bien le régime de l'autorisation, ce qui est, pour la petite histoire, cette solution-là avait été proposée en octobre dernier dans une proposition de loi qui avait le tort d'être proposée par le groupe Rassemblement National, mais ça déroulait exactement tout ce qu'il fallait faire pour passer du régime de la concession au régime de l'autorisation. Madame Battistel, Monsieur Bollot avaient hurlé contre l'auteur de la proposition de loi, avaient refusé dès la commission. La proposition de loi a été refusée en commission et évidemment n'est pas passée en séance. Donc tous ceux qui aujourd'hui s'attribuent les mérites de ce rapport qui change la donne, qui sert la souveraineté énergétique, il n'y a même pas 9 mois, dénonçaient ce qu'aujourd'hui ils présentent comme une solution. Mais ça, c'est juste pour l'amusement personnel qu'on peut avoir sur ces gens-là. Non, moi, ce que je trouve très intéressant dans ce rapport, c'est qu'en fait, ils règlent les comptes avec tous les gouvernements successifs, au moins depuis 2008, c'est depuis Sarkozy. C'est qu'ils disent que la position de la France a été très mal défendue, déjà en France, et encore plus auprès de la Commission européenne, notamment en 2014. C'est que, contrairement aux Allemands qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu justement pour leur hydroélectricité dans la directive concession, nous, il n'y a eu personne pour défendre la position de la France et essayer de faire un régime préférentiel pour l'hydroélectricité française. Pourquoi personne n'a défendu la France ? Visiblement, il y a eu un vide des diplomates français auprès de la Commission européenne. Soit ils ne comprenaient pas la nature technique du débat, soit ils faisaient autre chose. Le rapport ne donne pas d'explication. Il constate juste qu'il y a eu une défaillance majeure de la diplomatie française auprès de l'Union européenne à ce moment-là. Et ça, je trouve vraiment ça intéressant parce que c'est rare les rapports qui le disent aussi ouvertement. Et puis, ça rappelle quand même si c'est en creux, que la logique de mise en concurrence
non seulement détruit la souveraineté énergétique française, et donc la solution de la mise en concurrence des barrages ne peut être une solution à retenir pour nos barrages, parce que ça détruirait tout l'investissement qui a été fait. Et d'autre part, ils le disent, c'est un appauvrissement pour le consommateur. C'est-à-dire que la solution de la mise en concurrence, là on parle uniquement de l'hydroélectricité, mais on peut l'étendre à l'ensemble du marché de l'électricité, la mise en concurrence aboutit exactement à l'inverse de ce qui est promis. Ce n'est pas une baisse de prix pour le consommateur, c'est une augmentation, c'est mécanique. Parce que tout ça est artificiel. C'est l'imposition d'un marché de l'électricité n'est pas de l'ultralibéralisme. Ça ne peut pas être libéral. Encore une fois, l'électricité est un flux, ce n'est pas une marchandise. Donc on ne peut pas lui appliquer la logique dite libérale. C'est contre-productif. Alors attends, parce que on rappellera quand même que Javier Milei, qui est, selon certains, ultralibéral ou libertarien, a exclu l'électricité. Donc il faut, j'entends bien oui. la facilité qui a dit libéralisme. Non, c'est pas le libéralisme n'est pas forcément compris. Du dogmatisme. Exactement. Le problème, c'est qu'à l'Union européenne aujourd'hui, et en particulier avec Ursula von der Leyen, je pense que le fond du problème, c'est qu'ils ne comprennent pas le débat technique. Ils ne comprennent pas de quoi ils parlent. Et du coup, cette obsession de la mise en concurrence est au fond mal comprise. Bon, on y reviendra, mais je reste quand même, moi je fais une toute petite remarque de prudence, c'est qu'effectivement il va falloir investir pour moderniser les barrages, les sécuriser. Ça coûte de l'argent. Oui, mais là ça sera EDF. Non, mais d'accord, mais le bon sens c'est qu'EDF répercute ses coûts sur la facture. Et donc, à un moment donné, l'électricité, ça coûte de l'argent à fabriquer. Voilà. Et on ne peut pas éternellement baisser les prix. On peut avoir des aménagements intelligents. Je pense que renationaliser le EDF, enfin renationaliser le marché d'électricité en France serait une source d'économie pour les Français. Mais il faut quand même intégrer le prix de construction de nouvelles centrales, de renouvellement des centrales nucléaires, d'amélioration des barrages, etc. On ne peut pas éternellement dire que ce sera moins cher. Voilà. On est d'accord. Il ne faut pas vendre du rêve. Pour l'hydroélectricité, on va se calmer tout de suite. Il n'y aura pas de construction de nouveaux barrages. D'abord parce que on a quasiment exploité tous les cours d'eau, les sources d'eau en France. Et en plus, et ça EDF en est très conscient, EDF et puis les deux autres opérateurs, c'est qu'aujourd'hui, tout projet qui apporte un changement à l'environnement, à un cadre naturel, c'est quasiment impossible aujourd'hui de conduire ce genre de projet. D'abord, il y a le droit environnemental. Et puis, les Français aujourd'hui ne sont plus prêts à ce genre de choses. Ils avaient un projet de barrage dans l'Ain, par exemple, ils viennent d'y renoncer, entre autres parce que c'est pas très loin de la centrale nucléaire du Bugey, qui doit avoir un EPR qui est projeté là dans le plan de renouvellement du nucléaire. D'après la cadre d'EDF Hydro avec qui j'avais pu parler, l'investissement, à la fois l'achat des barrages à l'État et la modernisation, c'était dans leur plan de charge sans modification du prix final. C'est pas la même chose pour le nucléaire. Ils l'ont pas, ils nous l'ont fait plusieurs fois celle-là. Le nucléaire, par contre... Oui. Moi, je suis pour la renationalisation d'EDF, mais il ne faut pas le faire avec naïveté. EDF, c'est quand même un monde de baratineurs. Bon. Oui, mais l'investissement... C'est un État dans l'État. L'investissement sur les barrages, en termes ça n'a rien à voir par rapport à la modernisation et à la construction d'EPR tels qu'ils sont prévus, les 6 plus 8 EPR prévus. Donc on n'est plus du tout, on n'est pas dans les mêmes ordres de grandeur. Nous sommes d'accord. Mais il y a un discours d'EDF sur on va laver plus blanc, puis il y a la réalité d'EDF qui est quand même une grosse machine qui est un État dans l'État. En même temps, je te rappelle que augmenter de 40%, 30 à 40%
la puissance des barrages, ça va faire une électricité beaucoup plus abondante. Oui, non, mais Donc, et il y a quelque chose. Je revendique juste le droit d'introduire des nuances sans être considéré comme l'ennemi. Alors, il y a quelque chose dont on n'a pas du tout parlé et qui est très intéressant et qui va faire partie du paysage de l'hydroélectricité, c'est la capacité de stockage, qu'on appelle les STEP, les stations en fait de pompage. C'est ça qui permet d'amortir, de donner de l'inertie au système. Ce qui a manqué aux Espagnols lors du fameux blackout du mois dernier, c'est la capacité d'amortir quand il y a des très fortes variations. Et les STEP, c'est justement les unités de stockage qui manquent par exemple aux éoliennes et aux panneaux photovoltaïques. C'est que l'électricité, ça ne stocke pas. L'eau, c'est une façon de stocker de l'électricité. C'est ça qui est absolument génial. Et donc ça, les STEP, il y a possibilité aujourd'hui d'en construire. Et c'est ça qui va permettre d'amortir les très fortes variations, notamment l'hiver, ou en pleine canicule vers midi, comme ça a été le cas justement en Espagne. Il faut remarquer qu'en Espagne... Il te reste 2 minutes. Non seulement... Après, je vais me faire engueuler. Et c'est ce qui commence à se dire, c'est que le blackout est intervenu à la suite, au terme d'une période où, en fait, sans le dire, il commençait à simuler la fin du nucléaire qui était normalement prévue pour 2027 en Espagne. Donc avec du 100% renouvelable, mais 100% renouvelable chez eux, c'est essentiellement du panneau photovoltaïque et de l'éolien. Ça conduit à un blackout à midi quand il fait trop chaud. Et en fait, ce n'est pas par manque d'électricité, c'est parce qu'il y avait trop d'électricité produite. Les Espagnols ont quasiment systématiquement, depuis une dizaine d'années, détruit tous leurs barrages. Alors, ça détruit la capacité de réguler. Et on a vu ce que ça a donné, c'était l'an dernier, les terribles inondations qu'il y a eu dans le sud de l'Espagne. C'est parce qu'il n'y avait plus d'aménagement des cours d'eau. Il n'y avait plus de turbines, bien sûr, dessus, mais déjà, il n'y avait même plus la fonction d'aménagement des cours d'eau pour réguler, pour empêcher, en cas de forte pluie, d'empêcher que ça emporte tout et que ça ait des effets désastreux sur l'activité humaine et sur les vies humaines. Et donc là, ils n'ont même plus ça. Ils veulent se priver du nucléaire et ils n'ont plus la capacité d'amortissement de l'hydroélectrique. Et je trouve que ça, l'exemple de l'Espagne, avec notamment en arrière-plan ce fameux blackout du mois dernier, c'est vraiment l'illustration qui montre que la France, aujourd'hui, a normalement tous les atouts pour réussir d'abord à développer les activités activées par l'électricité, ce qui est un enjeu pour l'avenir. Mais en plus, on a ça uniquement grâce au nucléaire et à l'hydroélectricité. Et ça, c'est quelque chose, c'est vraiment un atout de puissance. Et donc je pense que ça, c'est quelque chose d'abord dont on doit être très fier, parce que c'est plus de 100 ans d'investissement des Français pour obtenir ça, et de génie de nos ingénieurs. Et c'est ça qui, aujourd'hui, est une protection face à toutes les débilités qui nous arrivent de Bruxelles. Et c'est ça qui, normalement, si on arrivait à sortir du marché européen de l'électricité, nous permettrait d'avoir l'électricité la moins chère de l'Union européenne. Bon, merci. La semaine prochaine, je rappelle quand même qu'on a fait 2 importantes interviews au lendemain pratiquement du blackout en Espagne, qui expliquait tout ça par ailleurs. Merci à Jean Berjal et à Samuel Fourfary qui nous ont parlé de tout ça. La semaine prochaine, ce serait bien qu'on fasse un point sur la loi Duplon en matière d'agriculture. Très rapide. Tout à fait. Il y a théoriquement une motion de rejet qui est présentée par ceux qui soutiennent la loi. Et ce serait bien qu'on prenne le temps d'expliquer aux gens pourquoi. Mais je te rappelle qu'on avait parlé de la loi Duplon il y a 15 jours maintenant. Et l'actualisation, c'est comme il faudrait faire aussi une actualisation sur la loi dite d'aide à mourir, qui doit être votée cet après-midi à l'Assemblée. Bon, on fera ça la semaine prochaine. À bientôt, mes amis. Tu leur dis pas au revoir ? Au revoir. Au revoir, voilà.